Je vais vous dire ce qui arrive aux vieux bavards qui refusent de mourir en silence. Mon fils l'a annoncé à tout le monde le soir de mes 72 ans, en pointant mon visage enflé comme si c'était un trophée. Il souriait. Oui, il souriait en montrant l'œil violacé, la pommette ouverte, le sang séché autour de ma bouche. Et sa femme, Camille, se tenait à côté de lui comme une reine satisfaite. Elle ne disait rien. Elle n'avait pas besoin de parler. Son sourire froid parlait pour elle. Nous étions dans mon salon, à Marseille, pas loin du vieux port. Les voisins étaient là, des gens qui m'ont vu bâtir ces rues, réparer des toits, aider à porter des frigos jusqu'au 4e étage sans ascenseur. Des gens qui m'ont connu comme mari, comme père, comme voisin fiable. Et ce soir-là, ils me regardaient comme si je sortais d'une guerre. Je me souviens du bruit avant même de me souvenir des visages. Le bruit du verre. Madame Paterno, la voisine du palier, veuve depuis 15 ans, toujours soignée, a laissé tomber son verre de vin en me voyant entrer. Le cristal a éclaté sur mon parquet. C'était le seul son dans cette espèce de silence lourd où personne n'ose respirer. Pierre Michel, avec qui j'ai travaillé plus de 30 ans dans le bâtiment, avait la bouche ouverte, les poings serrés. J'ai vu de la colère dans ses yeux, pas de la pitié, pas encore. De la colère. Mon Dieu, Maurice, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je n'ai pas eu le temps de répondre. Adrien l'a fait pour moi. Adrien, mon fils, 40 ans, l'enfant que j'ai élevé seul après la mort de sa mère, le gamin qui tombait endormi sur mon épaule dans le camion quand je finissais un chantier tard et que je n'avais personne pour le garder. Le gamin dont j'ai tenu la main le premier jour d'école, alors qu'Hélène, sa mère, riait et pleurait en même temps. Ce fils-là, mon fils, s'est redressé comme un présentateur de télévision et a dit d'une voix claire, voilà ce qui arrive aux vieux qui ne savent ni pas la fermer. Je vous jure, ces mots m'ont frappé plus fort que sa femme. J'ai vu des expressions se briser autour de nous, des sourcils qui montent, des têtes qui se tournent, des mains qui se crispent sur les verres. Personne ne comprenait. Personne ne voulait comprendre. Et Camille, ma belle-fille depuis 6 mois, se tenait là, bras croisés, le menton levé, la bouche étirée dans un sourire petit, presque poli, mais satisfait comme une gagnante de loterie. 30 ans, belle comme une couverture de magazine, froide comme un matin de janvier sur le vieux port. Elle me regardait comme on regarde un problème enfin résolu. Je saignais encore. Je sentais le goût du fer dans ma bouche. Je sentais la peau tirer sous mon œil gauche. Ma joue battait au rythme de mon cœur. Mais ce n'est pas la douleur qui m'a réveillé ce soir-là. C'est le regard des autres. C'est le silence. Parce qu'à ce moment précis, sous la lumière jaune de ma propre lampe de salon, j'ai compris quelque chose. Ce que vous voyez là, ce n'est pas le début. C'est la fin. Comprenez-moi bien. Ce soir-là, vous auriez dit, pauvre Maurice, il s'est fait frapper. Quel scandale. Mais non, ce n'était pas un simple scandale. C'était le point final d'une histoire qui avait commencé 3 ans plus tôt. Et si vous ne connaissez pas cette histoire, vous ne pouvez pas comprendre ce qui s'est passé dans mon salon. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi mon frère Bernard a dit « ça suffit » d'une voix qui a gelé la pièce entière. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi la police est entrée dans ma maison comme dans une scène de crime. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi Camille est sortie de chez moi menottée. Alors asseyez-vous. Écoutez-moi comme si nous étions à la table de ma cuisine, tard le soir. Je vais vous raconter sans rien cacher, parce qu'à mon âge, on ne ment plus. On témoigne. Tout a commencé le jour où j'ai perdu Hélène. On ne vous prépare pas à ça. Les gens aiment raconter des histoires douces sur la mort. Ils parlent d'un dernier regard, d'une dernière main serrée, d'un « je t'aime » chuchoté. Ils aiment croire à une fin propre. La vérité, parfois, la personne qui est toute ta vie disparaît pendant que tu fais le café. C'était un matin de février. Hélène aimait le café très noir, presque brûlé, avec juste un morceau de sucre. J'étais dans la cuisine, je tournais la cuillère et j'ai parlé à travers la porte. « Chérie, tu veux un petit bout de brioche avec? » Pas de réponse. J'ai cru qu'elle ne m'avait pas entendu. Je suis allé dans la chambre. Elle était assise dans le lit, encore droite, comme si elle dormait les yeux ouverts. 43 ans de mariage se sont arrêtés sans bruit. Le monde n'a pas explosé. Le monde s'est vidé. Je sais que je souris parfois quand je raconte ça,
Mais ce n'est pas parce que c'est drôle, c'est parce qu'il n'y a pas de mots pour ce genre de vide. La maison est devenue trop grande d'un seul coup et en même temps trop étroite pour respirer. Chaque pièce avait sa voix. Sa chaise dans le salon gardait encore la forme de son corps. Son châle était posé sur le dossier, comme si elle allait revenir le prendre. J'entendais encore son rire dans le couloir. Et le soir, je m'asseyais à table en mettant 2 assiettes par habitude. Puis je regardais l'assiette vide et je me mettais à trembler. Je pensais honnêtement que j'allais couler, que c'était la fin. À 69 ans, je m'imaginais finir les dernières années comme une ombre dans une maison trop pleine de souvenirs. C'est là qu'Adrien m'a sauvé. 3 jours après l'enterrement d'Hélène, il est revenu chez moi avec un sac de sport, comme un gamin qui rentre à la maison après une dispute. Il s'est planté dans l'embrasure de la porte de l'ancienne chambre d'ado et il m'a dit « Papa, je ne te laisse pas toute seule. » Il avait 37 ans à ce moment-là. Ingénieur en bâtiment, bon poste, son propre appartement du côté de la Joliette, des amis, des projets, une vie. Il travaillait parfois à Lyon, parfois à Toulouse, parfois à Nice, partout où on l'envoyait pour superviser des chantiers compliqués. Un homme occupé, un homme respecté. Mon fils, je lui ai dit, Adrien, ne fais pas ça, ta vie est déjà construite. Il m'a répondu, ma vie, c'est aussi toi. On est une famille. Une famille, ça se laisse pas couler. Il avait le regard d'Hélène quand il a dit ça. Vous savez, ce regard qui veut dire, je ne discute pas, c'est comme ça. Alors il est resté. Et doucement, très doucement, on a commencé à respirer de nouveau. Notre routine s'est créée toute seule. Le matin, il partait tôt, casquette sur la tête, plan roulé sous le bras. Le soir, il rentrait épuisé, mais toujours avec ce petit sourire pour moi. « Ça va, papa? » On dînait ensemble à la table de la cuisine. Rien de spécial. De la viande, des pommes de terre, des haricots du jardin d'Hélène derrière la maison. Le dimanche, on regardait le match à la télé du salon et on râlait contre l'équipe de Marseille comme si ça pouvait changer le score. Pendant les pubs, Adrien réparait tout ce qui grinçait. Une charnière fatiguée, une prise qui pendait, le vieux broyeur de l'évier qui faisait des caprices depuis des années. Je ne savais pas encore que c'était les plus beaux dimanches de ma vie. Vous auriez dit, voilà, c'est ça la vieillesse tranquille dont on nous parle. Tu travailles du jour, tu élèves ton enfant et à la fin tu te reposes dans ta maison, entouré d'amour. J'y ai cru. J'y ai vraiment cru. J'avais tort. Je vais être très clair. La paix que nous avions bâtie, Adrien et moi, quelqu'un est venu la détruire. Volontairement, méthodiquement, comme un travail. Cette personne s'appelait Camille. Le soir où elle est entrée pour la première fois dans ma maison, je n'ai pas compris tout de suite ce que je regardais. J'ai vu une belle jeune femme avec des cheveux noirs parfaitement lisses, une robe trop chère pour quelqu'un comme moi, des talons qui claquaient sur mon parquet comme si elle entrait chez elle. Elle tendait la main avec un sourire brillant. « Enchanté, Monsieur Morris. Adrien m'a tellement parlé de vous. » Mais ses yeux étaient froids. Je n'ai pas su le nommer ce soir-là. Maintenant, je sais. Ce n'était pas une présentation. C'était une prise de possession. Ce que je vais vous raconter après, ce qu'elle a fait, comment elle m'a isolé dans ma propre maison, comment elle a retourné mon fils contre moi sans qu'il s'en rende compte. Ça, c'est la suite. Mais si vous voulez comprendre pourquoi, le soir de mes 72 ans, j'avais du sang séché sur la joue, pendant que mon propre fils disait devant tout le monde, « Voilà ce qui arrive aux vieux, il faut continuer à écouter. » Parce que ce soir-là, dans mon salon, quand tout le monde retenait son souffle, une autre voix s'est levée derrière moi. Ça suffit. C'était la voix de mon frère, Bernard. Et quand Bernard parle comme ça, même les criminels se taisent. Je me souviens du premier soir où elle a franchi la porte, comme d'une tempête qui n'avait pas encore commencé à souffler. Camille Durand, 30 ans, élégante, assurée, avec ce genre de beauté qui fait baisser les voix autour d'elle. Adrienne avait ce regard que je n'avais plus vu depuis l'adolescence, celui d'un garçon amoureux pour la première fois. Moi, j'ai simplement dit bonsoir, sans savoir que j'étais en train de dire adieu à la paix. Elle a souri, tendu la main. « Enchanté, Monsieur Morris. Adrien parle toujours de vous. » Ses doigts étaient froids, parfaitement manucurés. Même sa poignée de main semblait calculée. Juste la bonne pression pour paraître sincère. J'avais passé l'après-midi à préparer le dîner. Poulet rôti,
pommes de terre, haricots verts du jardin d'Hélène. Un repas simple, honnête, comme elle les aimait. Camille s'est assise en face de moi, a observé la table comme on observe une antiquité. Elle a souri poliment. Oh, c'est charmant. Très rustique. Rustique. Ce mot-là, dit avec son accent du Nord, sonnait comme une insulte polie. Adrien, lui, rayonnait. Il servait le vin, faisait des blagues, me lançait des regards complices, comme si cette soirée devait être un nouveau départ. Je me suis forcé à sourire, à parler d'Hélène, de la maison, du jardin. Camille hochait la tête, posait des questions sans écouter les réponses. Ses yeux, pourtant, faisaient le tour de la pièce. Elle notait les murs, les meubles, les cadres. J'ai compris plus tard qu'elle faisait l'inventaire. Après le dessert, elle s'est levée et a parcouru la pièce. Devant la cheminée, les photos d'Hélène, d'Adrien bébé, de nos Noëls, de nos anniversaires. Camille a posé le doigt sur une photo, Hélène tenant Adrien dans ses bras, tout juste né. Vous tenez beaucoup à vos souvenirs, n'est-ce pas? C'est attendrissant. Son ton était doux, mais ses yeux disaient autre chose, un mélange d'amusement et de dédain. J'aurais dû comprendre ce soir-là. Mais à 70 ans, on veut croire à la paix, pas à la guerre. Les semaines suivantes, elle est revenue souvent. Puis elle a commencé à passer la nuit. Puis elle n'est plus partie. Adrien disait, « C'est temporaire, papa. Juste le temps de trouver notre maison. » Temporaire. C'est devenu le mot le plus dangereux de ma vie. Au début, j'ai essayé d'être aimable. Je pensais à Hélène. Elle aurait voulu que je sois accueillant, que je donne une chance à cette jeune femme. Mais la maison a changé de respiration. Un matin, je suis descendu dans le salon et j'ai cru être entré chez quelqu'un d'autre. Les rideaux crème qu'Hélène avait cousus de ses mains avaient disparu. À leur place, des voilages gris, lisses, sans âme. C'était trop vieillot, a dit Camille en sirotant son café. J'ai trouvé ceux-ci plus modernes. J'ai senti un vide dans ma poitrine, comme si elle venait de jeter les cendres d'Hélène. Le lendemain, c'était le buffet en chaîne, trop encombrant. Puis les photos, rangées provisoirement dans le garage. Mon fauteuil préféré remplacé par un canapé blanc où je n'osais même pas m'asseoir. À chaque changement, Adrien disait la même chose. Elle veut juste rafraîchir un peu. Laisse-la faire, papa. Mais ce n'était une maison qu'elle rafraîchissait. C'était ma mémoire qu'elle repeignait, couche après couche, jusqu'à la recouvrir complètement. Les repas ont changé aussi. Fini le ragoût, les gratins, le pain chaud. Camille ne mangeait presque rien. Je fais attention à mes glucides, disait-elle en repoussant les pommes de terre. Adrien répétait ces mots comme un écho. Elle a raison, papa. Il faut qu'on vive plus sainement. Alors je me suis retrouvé seul dans la cuisine, un sandwich à la main, à écouter derrière la porte les rires étouffés venant de la salle à manger fermée. Le vendredi soir, la maison se remplissait d'étrangers. Des gens jeunes, parfumés, qui parlaient fort de marketing, de yoga, de vin bio. Moi, je montais à l'étage. « Baisse le volume, s'il te plaît », disais-je parfois. Adrien répondait, « Papa, on s'amuse un peu, tu devrais dormir. » Mais je ne pouvais pas dormir. Je restais éveillé à écouter leur voix et à me demander quand j'étais devenu l'étranger dans ma propre maison. Le moment où j'ai compris que j'étais effacé, c'est un matin d'hiver. Je descendais chercher mon journal quand j'ai entendu Camille dans le salon. Elle disait au téléphone, « Il vit encore là, oui, mais pas pour longtemps. » Elle a ri, un petit rire sec, sans joie. Quand elle m'a vu, elle a raccroché. « Oh, Maurice, tu m'as fait peur. » Puis elle a ajouté d'un ton mielleux. « Tu sais, il serait peut-être temps de penser à déménager dans un endroit plus adapté à ton âge. » Elle n'a pas dit maison de retraite. Elle n'a pas eu besoin. Je ne suis pas naïf. Je sentais le piège se refermer, lentement. Mais comment en parler à Adrien? Mon fils voyait une femme parfaite, belle, intelligente, gentille avec lui. Il ne voyait pas les coups de griffe derrière le sourire. J'ai essayé une fois. Un soir, alors qu'elle était sortie, je lui ai dit, « Adrien, je crois que Camille ne m'aime pas beaucoup. » Il a ri doucement. « Papa, elle essaie de te connaître. Tu es difficile parfois. » Difficile. Voilà ce que j'étais devenu. Puis sont venues les humiliations. Petite d'abord, puis plus franche. Un jour, je suis entré dans le salon sans frapper. Camille discutait avec lui à voix basse. Elle s'est tournée vers moi avec ce ton sucré que je connaissais bien.
Maurice, pourrais-tu frapper avant d'entrer? On a des conversations privées, parfois. Privées. Chez moi. J'ai voulu répondre, mais Adrien a baissé les yeux. Et ce regard fuyant m'a blessé plus que ses mots. Ce soir-là, j'ai compris que j'étais en train de disparaître. Pas de mourir, non. De disparaître lentement, morceau par morceau. Chaque remarque, chaque rire derrière mon dos, chaque meuble déplacé, chaque photo manquante. C'était un effacement. Je me suis raccroché au jardin. Les tomates d'Hélène, les herbes, les rosiers, c'était mon dernier territoire. Camille n'y mettait jamais les pieds. La terre salissait ses chaussures. Alors je creusais, je taillais, je parlais tout seul aux plantes. C'était ma façon de me rappeler que j'existais encore. Mais même le jardin n'a pas résisté longtemps. Un matin, j'ai trouvé mes outils dehors, couverts de pluie. Camille m'a dit, j'ai besoin de place pour garer ma voiture. Sa voiture. Dans ma cour, à la place de mes outils. Ce jour-là, j'ai senti quelque chose se casser en moi. Puis est venu l'hiver, le vrai, celui qui gèle jusqu'à la volonté. Adrien partait tôt pour ses chantiers à Lyon, rentrait tard. Camille restait seule à la maison, avec moi. Et chaque jour, sa politesse s'effritait un peu plus. Ce manteau, tu devrais t'en débarrasser. On dirait d'un clochard. Tu parles trop fort le matin. Tu fais toujours les choses à l'ancienne. Elle transformait tout en critique. Ma façon de marcher, de manger, même de respirer. Je n'avais plus le droit d'être moi-même. Un matin, j'ai essayé de lui tenir tête. Elle a levé les yeux de son téléphone, a soufflé. Regarde-toi, vieux. Regarde-toi, vieux fou. Tu crois encore que cette maison t'appartient? Puis elle est sortie, laissant derrière elle un parfum cher et une phrase qui sentait la menace. Ce soir-là, je suis resté longtemps assis dans le salon vide. Les murs gris me semblaient étrangers. Les photos manquaient. Les rideaux d'Hélène n'étaient plus là. Tout ce que j'avais construit pendant 40 ans m'échappait. Et pourtant, quelque part dans ce silence, une idée a germé. Petite, fragile, mais vivante. Si Camille voulait me faire disparaître, il fallait d'abord que je devienne invisible, pour mieux voir ce qu'elle cachait. Je ne savais pas encore que la guerre venait de commencer. Il y a un point où la méchanceté arrête d'être cachée, un moment précis où le sourire poli tombe, et vous voyez enfin le vrai visage. Chez Camille, ce moment est arrivé un matin de février, dans ma propre cuisine. Je m'étais levé tôt, comme toujours. Je ne dors plus très bien depuis qu'Hélène est partie. La maison est trop silencieuse la nuit, et le silence a une façon cruelle de vous rappeler ce que vous avez perdu. Alors je me lève, je fais du café, je parle à voix basse tout seul pour tromper le vide. Ce matin-là, Camille était déjà là, assise au plan de travail comme si la cuisine lui appartenait. Elle n'était même pas habillée, juste un peignoir blanc, un téléphone à la main, un smoothie vert devant elle. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Je n'ai rien dit d'abord. Je ne voulais pas de conflit. À mon âge, on choisit ses batailles parce qu'on sait ce qu'elles coûtent. J'ai juste voulu prendre ma tasse, faire couler le café et disparaître dans le jardin. Et c'est là qu'elle a dit, d'une voix calme, plate, comme si elle parlait du temps qu'il fait. Cette maison sent toujours le vieux gras. C'est embarrassant quand j'ai des invités. Je ne sais pas vous dire pourquoi ces mots-là ont tout déclenché. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'elle m'avait déjà piétiné 100 fois, c'est cette phrase qui m'a brûlé le cœur. Peut-être parce que cette cuisine, c'était le royaume d'Hélène. La table où on a fêté les anniversaires. Les casseroles où mijotaient les plats du dimanche. Les odeurs de soupe, d'ail, d'huile d'olive. C'était notre vie. Elle appelait ça du vieux gras. Quelque chose en moi s'est redressé. Je me suis tourné vers elle et la voix s'est sortie toute seule. Ça suffit de Camille, c'est ma maison. Tu ne vas pas me parler comme ça chez moi. Elle a levé les yeux vers moi. Pour la première fois depuis qu'elle vivait ici, elle ne jouait plus la gentille. Plus de sourire contrôlé. Plus de douceur. Juste du mépris pur. Elle a laissé tomber son téléphone sur le plan de travail et a soufflé. Ah, voilà enfin le vrai vieux. Je n'oublierai jamais sa façon de dire le vieux. Pas comme une description, comme une insulte, comme si vieux voulait dire inutile, faible, prêt à être remplacé. Elle a continué, en me regardant droit dans les yeux. Écoute-moi bien, il n'y a plus de Monsieur Maurice, plus de merci de m'accueillir, plus de cinéma. Tu n'es pas chez toi ici, tu comprends? Tu occupes un espace qui devrait déjà être à Adrien.
Et crois-moi, ça ne va pas durer. Je suis resté figé. Pas parce que je ne comprenais pas, parce que je comprenais trop bien. Ce n'était plus une belle fille. C'était quelqu'un qui avait un plan. Alors j'ai tenté une dernière chose, encore une fois, avec la naïveté d'un père qui croit qu'on peut raisonner les gens si on reste calme. Camille, j'ai vécu ici 40 ans. J'ai acheté cette maison, j'ai payé chaque pierre avec mes mains. Je n'ai jamais demandé à partir. Je n'ai jamais dit à Adrien de partir. J'essaie juste de vivre en paix. Elle a souri, mais ce sourire-là, c'était du verre brisé. Mais c'est ça le problème, Maurice. Vous vivez trop longtemps. Vous gardez les maisons. Vous gardez l'argent. Et nous, on attend. Pourquoi tu crois qu'il y a autant de vieux dans des résidences médicalisées? Parce qu'ils n'ont plus besoin d'autant d'espace. Parce qu'ils ne savent même plus quoi faire de leurs biens. C'est l'ordre naturel. L'ordre naturel. Je vous le dis franchement, à ce moment-là, j'ai eu peur. Pas une peur abstraite. Pas une peur de « je vais finir dans une maison de retraite ». Non, une peur physique. La peur d'un animal qui comprend qu'on est en train de le marquer au fusain avant l'abattage. Je lui ai dit, la voix un peu tremblante mais claire, « Adrien ne laisserait jamais faire ça. » Elle a ri. Elle a ri d'un rire sec qui ne portait aucune joie. Adrien fera exactement ce que je lui dis de faire. Puis elle s'est penchée vers moi, assez près pour que je sente son parfum trop fort, artificiel, et elle a murmuré. Je vais te dire ce qui va se passer. Tu vas signer la maison. À ton fils. C'est normal, ça, non? Une transmission. Tu vas faire les choses correctement, sans drame. Et après, tout ira bien pour toi. Tu pourras rester un moment, on n'est pas des monstres. Mais si tu refuses, je te promets que ta fin ne sera pas belle. Les gens de ton âge font des chutes, tu sais. Des chutes. Je n'avais encore jamais entendu une menace dite d'une voix aussi tranquille. Je crois que j'ai reculé sans même m'en rendre compte. J'ai senti contre mon dos le bord du plan de travail. Et elle a avancé d'un pas. Elle s'est redressée, bras croisés, menton levé, comme une patronne qui donne un ultimatum à un employé. Tu vas signer avant ton anniversaire, Maurice. On va faire ça proprement. Adrien va enfin avoir ce qu'il mérite. Et tout le monde comprendra que tu as fait ce qu'il fallait. Je ne sais pas si c'est la colère ou la fatigue, mais les mots sont sortis tout seuls. Je ne signerai rien. Son visage a changé d'un coup. Fini la stratégie. Fini la manipulation douce. Il ne restait plus que la violence nue. Elle a fait un pas sec vers moi et m'a poussé. Ce n'était pas une tape. Ce n'était pas un geste d'impatience. C'était une vraie poussée, brutale, calculée pour faire mal. Mon bassin a frappé le coin du plan de travail. J'ai senti un éclair remonter dans ma hanche. Je suis parti en arrière, j'ai perdu l'équilibre. Quand on vieillit, on tombe différemment. On tombe lourd. On tombe en morceaux. J'ai heurté le carrelage de la cuisine et l'arrière de ma tête a cogné le pied de l'îlot. J'ai vu des taches blanches. J'ai senti le goût du sang immédiatement. Je n'oublierai jamais ce qui est venu après. Elle ne s'est pas penchée pour m'aider. Elle n'a pas crié, pas joué la femme paniquée. Elle s'est penchée juste assez pour que je voie son visage et elle a dit calmement, « Tu raconteras quoi, hein? Que je t'ai poussé? Personne ne va te croire. Tout le monde sait que tu deviens maladroit. » Adrien le dit lui-même. Il perd un peu l'équilibre, le pauvre papa. Ça sonne bien, non? Je sentais le sang tiède couler sur ma tempe. Le sol était froid sous mon épaule. Et j'ai compris. Pas dans ma tête, pas comme une idée. Dans mon ventre, dans mes os, j'ai compris que cette femme n'était pas seulement cruelle, elle était dangereuse. Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai murmuré. « Dégage de chez moi. » Elle a écarquillé les yeux. Une vraie surprise cette fois. Je crois qu'aucun homme de mon âge ne lui avait jamais dit non de cette façon. Puis son visage s'est tordu. « Pauvre vieux, a-t-elle sifflé. Tu crois encore que c'est chez toi? Ce n'est déjà plus à toi. Tout le monde le sait. » Elle est sortie en claquant la porte. Je suis resté seul par terre, le souffle court, le cœur battant dans ma gorge. J'ai essayé de me relever. Ma hanche brûlait. Ma tête tournait. J'ai posé une main au sol, puis l'autre, comme un boxeur qui refuse le compte. Petit à petit, j'ai réussi à me remettre assis contre le placard. Et dans ce moment absurde, le dos contre le meuble, le sang qui me coulait jusqu'au col, une pensée claire m'a traversé. Je ne peux plus attendre qu'Adrien voie. Je dois lui montrer.
Ce n'était plus une question de confort. Ce n'était plus une cohabitation qui tournait mal. C'était ma survie. Ce jour-là, j'ai pris une décision silencieuse. J'allais arrêter d'espérer que ça s'arrange. J'allais commencer à me battre. Je ne savais pas encore comment. Je ne savais pas encore avec qui. Je ne savais pas que l'aide allait venir de mon propre frère, Bernard. Mais je savais une chose. Si je restais passif, je finirais par trébucher dans les escaliers. Et je n'étais pas prêt à mourir pour faire plaisir à la petite amie de mon fils. Le lendemain de cette chute, je me suis réveillé dans mon lit avec un goût métallique dans la bouche. Ma tempe était bandée, ma hanche raide. Adrienne était rentrée tard dans la nuit. Je l'avais entendu monter l'escalier, poser ses clés, puis se glisser dans la chambre d'amis sans un mot. Peut-être que Camille lui avait déjà tout raconté. Une version bien propre, bien jouée. Je n'ai pas cherché à le confronter. Pas encore. J'ai compris qu'il fallait être patient. Quand on se bat contre un serpent, on ne frappe pas dans le vide. On attend qu'il montre la tête. 3 jours plus tard, Bernard a sonné à la porte. Bernard, mon grand frère. 68 ans, ancien commissaire de police à Toulon. Il avait cette façon d'entrer quelque part comme s'il portait encore son badge. Le regard qui scanne, les épaules droites, la voix calme mais impossible à ignorer. « Tu n'as pas changé, petit frère, a-t-il dit en me voyant boiter vers lui. « Toi non plus, ai-je répondu, toujours l'air de chercher un coupable. Il a haussé un sourcil. Peut-être que j'en ai trouvé un. Il a demandé qu'on parle dehors. Pas dans la maison. Pas devant Camille. Nous sommes sortis sur la terrasse, celle où Hélène et moi avions organisé des barbecues pendant 30 ans. Le vent marin passait entre les branches du vieux figuier. Bernard a sorti de son sac un dossier épais, relié par une ficelle. Il l'a posé sur la table de fer et m'a dit « Je crois que ta belle-fille n'est pas celle que tu penses. » J'ai senti mon estomac se serrer. Explique-toi. Il a ouvert le dossier, des photocopies, des rapports de police, des articles de journaux. Sur chaque page, un nom différent, mais les histoires se ressemblaient. Une veuve âgée, un fils ou une fille récemment mariée, une maison transférée par amour. Et quelques mois plus tard, un décès accidentel. « Regarde celui-ci, » a dit Bernard en glissant la première feuille. « Nice 2022, Jeanne Martel, 79 ans, décédée après une chute d'escalier. Sa belle-fille s'appelait Camille Durand. »« Ce n'est pas possible, » ai-je murmuré. « Attends, 2 ans plus tôt, Lyon. Même profil, mais là, elle s'appelait Clara Duval. » Il m'a tendu la photo. La même femme, cheveux plus courts, lunettes, mais le regard, le même. Ce regard qui calcule. Et ça continue, a-t-il ajouté. 3 affaires. 4. Toutes non classées. Toujours un proche, un transfert de propriété, une mort. J'ai dû m'asseoir. Le vent avait cessé et le silence de la terrasse était plus lourd que tout. « Tu es sûr? » Je ne suis plus commissaire, mais je sais lire un dossier. Elle change de nom, de ville, d'histoire. À chaque fois, elle vise la même chose. Les biens. Et elle sait s'y prendre. Charmante, prudente, intelligente. Il m'a regardé droit dans les yeux. « Elle t'a déjà menacé, pas vrai? » J'ai hoché la tête. Il a refermé le dossier lentement, comme on referme un cercueil. « Écoute-moi bien, Maurice, tu ne vas rien faire tout seul. Pas de confrontation, pas de colère. C'est une prédatrice. Tu veux la vaincre, il faut la piéger. » Comment? Elle croit être intouchable. Elle pense que personne ne la soupçonne. Alors on va la laisser croire ça. On va rassembler les preuves et on la fera tomber devant des témoins. Il a tiré une gorgée de café puis ajouté « Ton anniversaire approche, non? »« Oui, samedi prochain. »« Parfait. Elle se sentira en sécurité. Elle aimera être au centre. Ce sera sa faute. » J'ai voulu protester. « Bernard, c'est ma maison, ma fête. Je ne veux pas de drame. » Il m'a coupé net. « Il y aura pire qu'un drame si tu la laisses faire. Tu crois qu'elle s'arrêtera avant d'avoir ton testament? » Je me suis tu. Le vieux réflexe d'obéir à mon frère a refait surface. Il n'avait peut-être plus d'uniforme, mais il avait encore cette autorité tranquille qu'on ne discute pas. Il a rassemblé les papiers, m'a montré une dernière photo. Camille, plus jeune, à Marseille, lors d'un salon professionnel. Derrière elle, un stand au nom d'une société qui n'existait plus. « Elle a toujours su changer de peau, a-t-il murmuré. Mais cette fois,
Elle a choisi la mauvaise proie. Ce soir-là, j'ai longuement regardé la maison. Les murs repeints, les rideaux gris, le canapé blanc que je détestais. Tout semblait froid, étranger. Et pourtant, c'était encore chez moi. Je me suis juré que ce serait elle et pas moi qui quitterait cette maison l'an dernier. Adrien est rentré tard. Camille le suivait, parfum sucré, sourire mécanique. Elle m'a salué comme si de rien n'était. Bonsoir Maurice, tout va bien? Très bien, ai-je dit. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai menti sans trembler. J'ai vu son regard. Elle me jaugeait. Elle sentait que quelque chose avait changé, mais elle n'a rien dit. Je me suis couché tard, impossible de dormir. Je revoyais les visages dans le dossier de Bernard, Jeanne, Margaret, Clara. Des femmes et des hommes qu'on avait fait passer pour maladroits, séniles, fatigués. Tous morts seuls, tous convaincus qu'ils exagéraient. Comme moi quelques jours plus tôt. À 4 heures du matin, j'ai pris la décision qui allait tout céder. J'ai téléphoné à Bernard. Tu avais raison, ai-je dit. On l'a fait tomber. Samedi. Il a simplement répondu, parfait, prépare-toi à jouer ton rôle. Les jours suivants, j'ai joué au vieil homme résigné. Je me traînais dans la maison, évitais les discussions, hochais la tête à tout. Camille croyait avoir gagné. Je la voyais déjà planifier, organiser la fête, choisir les fleurs, comme une actrice avant la première. Elle ne savait pas que chaque geste était observé. Bernard avait contacté un ami encore en poste, le capitaine Marie Santos, brigade financière. Ils avaient décidé d'intervenir le jour de la fête, avec mandat et témoin. Le piège se refermerait sur elle en plein milieu du salon. Je n'avais plus qu'à attendre, et à supporter les derniers jours d'humiliation. Le jeudi, elle m'a lancé. « J'espère que tu ne feras pas de scène samedi. Ce serait triste de gâcher la fête. » « Promis, ai-je répondu. Elle a souri, satisfaite. Elle croyait parler à un homme brisé. Le vendredi soir, elle est sortie pour un rendez-vous. Je savais ce que c'était. Elle allait vérifier quelque chose, peut-être retirer de l'argent, peut-être contacter un notaire. Bernard m'avait dit, « Ne la suis pas, laisse-la agir. Tout ce qu'on veut, c'est qu'elle vienne demain sans se douter. » Je suis resté seul dans la maison. Je me suis assis devant la cheminée, sous les photos qu'elle n'avait pas encore jetées. J'ai pris celle d'Hélène dans mes mains, je lui ai murmuré, « Demain, ma belle, je récupère ce que tu as bâti. Pour toi, pour nous. » Le matin de mes 72 ans, j'ai mis une chemise propre. J'ai rasé de près mes joues meurtries. Je voulais que tout le monde voie non pas une victime, mais un homme debout. Quand les invités ont commencé à arriver, Camille était radieuse. Elle portait une robe rouge, trop voyante pour un déjeuner de famille. Elle riait fort, faisait circuler les verres. Adrien, lui, paraissait nerveux. Il croyait sans doute que j'allais encore protester contre quelque chose. À 15 heures, la maison était pleine. Les voisins, les collègues d'Adrien, quelques amis de Camille. Et au fond de la pièce, discret mais bien présent, Bernard, assis près de la fenêtre. Quand j'ai pris la parole pour remercier tout le monde d'être venu, ma voix ne tremblait pas. Je sais que cette année n'a pas été facile. Mais je suis heureux que ma famille soit réunie. Camille a posé sa main sur l'épaule d'Adrien, sourire figé. Bernard m'a lancé un regard. Encore un peu. Attends. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Camille a levé son verre. À Maurice, a-t-elle dit, un homme qui sait quand il est temps de passer le relais. Quelques rires polis, puis le bruit d'une porte. Bernard s'est levé et tout a changé. Je savais, en me levant ce matin-là, que rien ne serait plus jamais pareil. Je sentais le calme étrange des grands bouleversements. Cette sérénité presque douce avant la tempête. Hélène aurait appelé ça le silence des miracles. Moi, je l'appelais simplement le moment d'agir. Camille s'était levée tôt. Elle virevoltait dans la maison, téléphonait, donnait des ordres à un traiteur, ajustait des bouquets. Elle voulait que tout soit parfait. Les nappes blanches, les bougies, la musique légère. On ne fête pas 72 ans tous les jours, Maurice, m'a-t-elle lancé avec un rire. Je lui ai répondu. En effet. Elle n'a pas entendu l'ironie. Adrien, lui, semblait fatigué. Il s'efforçait de sourire, mais son regard fuyait le mien. Peut-être pressentait-il quelque chose. Peut-être voyait-il enfin les fissures. L'après-midi, les invités ont commencé à arriver. Les voisins, quelques collègues d'Adrien, les amis de Camille, qu'aucun de nous ne connaissait vraiment.
Tout le monde riait, parlait fort, sans savoir qu'ils étaient venus assister non pas à une fête, mais à un procès. Je portais un costume gris, celui qu'Hélène aimait. Je m'étais rasé de près, j'avais caché tant bien que mal la cicatrice sur ma tempe. Quand j'ai croisé mon reflet dans le miroir du couloir, j'ai vu un vieil homme debout, les épaules encore droites, prêt à témoigner. Bernard est arrivé le dernier, discret, toujours ce manteau brun de vieux flic. Il m'a serré la main, brièvement, et a glissé entre ses doigts un petit geste rassurant. Tout était en place. La maison sentait le vin blanc et le parfum trop sucré de Camille. Elle circulait parmi les invités, le verre à la main, saluant, riant. Sa robe rouge attirait tous les regards. Elle brillait comme une flamme au milieu d'un troupeau de papillons. « À Maurice !» lança-t-elle à un moment, le ton faussement ému. « Un homme courageux, qui sait quand il faut passer le relais. » Des rires polis. Mon fils est rougi. Moi, je n'ai rien dit. Bernard s'est approché. A approché, lentement, et s'est placé près de la fenêtre. Je savais que derrière lui, la capitaine Marie Santos attendait à l'extérieur, dans sa voiture banalisée. Elle ne rentrerait que sur son signal. Camille adorait parler d'elle, alors je l'ai laissé faire. « Maurice, viens donc dire un mot à tout le monde !» a-t-elle lancé avec ce ton d'hôtesse triomphante. Je me suis levé. Le silence s'est fait. On attendait mon discours. Je voyais les visages familiers, ceux qui m'avaient vu construire cette maison pierre après pierre, et je me suis dit, ils doivent connaître la vérité. Merci à tous d'être venus, ai-je commencé. Ma voix tremblait un peu, mais je parlais distinctement. Je suis heureux de vous voir ici, dans cette maison que j'ai bâtie avec mes mains et mon cœur. Camille souriait, sûre d'elle. Elle pensait déjà que j'allais annoncer la donation, le fameux relais. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement mon anniversaire. C'est aussi le jour où certaines vérités doivent être dites. Un murmure a parcouru la pièce. Camille a froncé légèrement les sourcils, puis s'est ressaisie. « Maurice, voyons, c'est un jour de fête. » Je l'ai interrompu. « Tu as raison. Fêtons la fin des mensonges. » Bernard a sorti lentement le dossier de sa sacoche. Camille l'a vu, et dans ses yeux, j'ai perçu la première fissure. Ce minuscule moment de panique qu'elle n'a pas su cacher. Je vais être bref, ai-je dit. Il y a 3 ans, j'ai perdu Hélène, ma femme. Mon fils m'a aidé à me relever. Puis une femme est entrée dans nos vies, belle, intelligente, séduisante. Mais derrière ce sourire, il y avait autre chose. Adrien a levé les yeux vers moi, confus. Camille a ri nerveusement. « Voyons, Maurice, tu exagères. Tu es fatigué, tout le monde le sait. » Mais je n'étais pas seul. Bernard a avancé de 2 pas. Sa voix a coupé le brouhaha comme un couteau. « Madame Durand, ou devrais-je dire Madame Duval ?» Le silence est tombé d'un coup. Tous les regards se sont tournés vers lui. Camille a pâli. « Je ne comprends pas, a-t-elle soufflé. « Non, vous comprendrez peut-être en voyant ceci. » Il a ouvert le dossier, des photos, des copies d'actes notariés, des visages d'hommes et de femmes âgés, des dates, des signatures, des certificats de décès. Nice 2022, Jeanne Martel. Lyon 2020, Margaret Sullivan. Marseille 2018, Henri Cholet. Toutes mortes après avoir transféré leur maison à leur fils ou à leur belle-fille. Et dans chaque dossier, une femme différente, mais le même visage. Le vôtre. Camille a reculé d'un pas, puis d'un autre. Son rire nerveux s'est brisé. C'est absurde. Des coïncidences. Bernard a continué. Non, madame, des meurtres. Et cette fois, nous avons un témoin vivant. Je n'ai pas bougé. Je la regardais seulement. Je voulais qu'elle voie mon calme. Je voulais qu'elle comprenne qu'elle avait perdu. Adrien s'est levé brusquement. « Papa, qu'est-ce que c'est que cette histoire? » « Demande-le à ta femme, ai-je répondu. Camille a crié. « Ne l'écoute pas, il est malade, il invente. » Mais Bernard avait déjà fait un signe discret vers la porte. La capitaine Santos est entrée, suivie de 2 agents en uniforme. Leurs pas lourds résonnaient sur le parquet. « Camille Durand, a-t-elle annoncé d'une voix ferme, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie, abus de faiblesse sur personnes âgées et suspicion d'homicide sur personnes vulnérables. » Les invités se sont figés. On aurait entendu tomber une épingle. Camille s'est mise à reculer, les mains tremblantes. « C'est ridicule !» Santos a levé le mandat. « Nous avons des preuves. »
Adrien ne bougeait plus. Ses lèvres tremblaient. Camille? Elle a tenté de s'approcher de lui. Mon amour, tu ne vas pas les croire, hein? Mais il a reculé. Et j'ai vu dans ses yeux la prise de conscience. L'effondrement lent, douloureux. Les agents l'ont menottée. Elle s'est débattue, hurlant qu'elle était innocente, que j'étais fou, que tout cela était un complot. Personne ne l'a cru. Je ne jubilais pas. Je n'éprouvais même pas de satisfaction, seulement un vide, comme si tout le sang qu'elle m'avait volé revenait d'un coup dans mes veines, lourd, glacé. Quand la porte s'est refermée derrière elle, la pièce a semblé respirer à nouveau. Les gens parlaient bas, choqués, incrédules. Madame Paterno m'a serré la main. Je n'aurais jamais imaginé. Je lui ai répondu doucement. Moi non plus. Adrien, lui, était resté planté au milieu du salon, le visage livide. Il fixait la porte par laquelle sa femme venait de disparaître. Puis il s'est tourné vers moi. Papa, un mot, à peine un souffle. Je ne l'ai pas interrompu. Il a mis la tête entre ses mains et s'est effondré sur le canapé blanc qu'elle avait choisi. Bernard a posé une main sur mon épaule. C'est fini. Non, ai-je dit, ce n'est jamais fini quand c'est la famille. Le soir, après le départ de la police et des voisins, il ne restait plus que nous. Adrien, Bernard et moi. La maison était silencieuse, enfin. Je suis allé dans la cuisine. Sur le sol, une trace rouge brunie persistait encore dans les joints du carrelage. Mon sang, celui du matin où elle m'avait poussé. Je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai pris une éponge et j'ai frotté jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Quand je me suis redressé, Adrien était là, appuyé contre la porte. Ses yeux étaient gonflés, ses traits défaits. Comment te su? A-t-il demandé. Parce que je t'aime, ai-je répondu, et que l'amour, parfois, c'est aussi se méfier. Il a hoché la tête sans se trouver les mots. Je lui ai pris la main. C'était la même que quand il avait 5 ans. La même chaleur, la même peur. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pensé à Hélène, à sa voix, à sa douceur. Je me suis dit qu'elle devait sourire quelque part. Je me suis dit qu'on venait enfin de sauver notre maison. Mais je savais aussi que tout n'était pas terminé. Adrien devait affronter sa honte, sa culpabilité, et moi, j'allais devoir lui pardonner. Ce serait la plus difficile des batailles. La maison était redevenue silencieuse. Pas le silence froid qu'elle avait imposé, pas ce silence tendu où chaque pas résonnait comme si vous étiez de trop chez vous. Non, un autre silence, un silence qui ressemblait à l'après. À la fatigue d'une bataille, aux chaises encore déplacées, aux verres encore sur la table, au calme qui suit l'orage. Après l'arrestation de Camille, les gens sont partis vite. Les voisins ont prétexté la fatigue, les collègues d'Adrienne ont marmonné des excuses. Chacun avait besoin de digérer ce qu'il venait de voir. On n'assiste pas tous les jours à l'effondrement d'un mensonge dit avec le sourire. Quand la porte s'est fermée derrière le dernier invité, il ne restait plus que nous trois, Bernard, Adrien et moi. Bernard m'a serré l'épaule avant de partir. Je reste pas loin, a-t-il dit simplement. Je l'ai regardé, ce frère qui m'avait déjà sauvé autrefois quand j'étais jeune et bête, et qui venait, une nouvelle fois, de me sauver vieux et fatigué. Merci, ai-je soufflé. Il a répondu comme toujours. Tu m'aurais fait pareil. C'était vrai. Je l'aurais fait, et j'aurais prié Dieu d'être assez fort pour le faire aussi bien que lui. Quand il est parti, Adrien et moi sommes restés dans le salon sans parler. Il était assis sur le canapé blanc que Camille avait imposé. Ce canapé qui m'avait toujours semblé étranger dans ma maison, trop net, trop lisse, pas vécu. Il se tenait au bord, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. Je ne l'avais pas vu comme ça depuis qu'il était enfant et qu'il avait peur d'admettre une bêtise. Je suis resté debout un moment, sans savoir si je devais le toucher ou le laisser tranquille. Puis je me suis assis lentement dans mon vieux fauteuil beige, celui qu'elle voulait jeter, mais que je n'avais finalement pas laissé partir. Le fauteuil d'Hélène, mon fauteuil, le seul endroit de la maison où je n'avais jamais cessé d'exister. Nous sommes restés comme ça longtemps. C'est Adrien qui a parlé le premier. Sa voix était basse, comme s'il avait honte d'être entendu par les murs. Papa, il s'est interrompu. Je l'ai laissé chercher. À nos âges, les mots sont lourds. On ne peut plus les jeter pour se rassurer. Il compte. Papa, je suis désolé. Je ne lui ai pas répondu tout de suite, pas parce que je voulais le punir, pas parce que je doutais de lui,
mais parce qu'il venait d'ouvrir une porte, une vraie porte, pas une excuse rapide. Et je savais que si je répondais trop vite, je gâcherais ce moment-là. Il a repris, presque en chuchotant, j'arrive pas à croire ce qu'elle a fait. J'arrive pas à croire ce que j'ai laissé faire. Je l'ai regardé, ses mains tremblaient. Ce n'était pas de la colère, c'était de la honte. Elle m'a dit que tu étais dur avec elle, a-t-il murmuré. Ses yeux se sont remplis. Elle m'a dit que tu la critiquais, que tu ne la respectais pas, que tu la faisais se sentir indésirable dans la maison. Elle me disait que tu étais devenu aigri, méchant, que tu n'acceptais pas mon bonheur, je l'ai cru. Il a serré les dents. Mon Dieu, papa, je l'ai cru. J'ai inspiré profondément. Je sais. Il m'a regardé, surpris. Je lui ai répété doucement, je sais, Adrien. Il a hoché la tête, mais ça ne l'a pas soulagé. Elle m'a dit que tu ne pouvais plus vivre seul, que tu perdais un peu la tête. Elle m'a dit que tu te mettais en danger, que tu cuisinais en oubliant d'éteindre le feu, que tu tombais déjà sans raison, que tu étais fragile. Il a avalé difficilement. Elle m'a demandé si j'aimerais porter le poids de ta mort sur la conscience. Je l'ai senti comme un coup dans le ventre. Cette femme n'avait pas seulement tenté de me voler ma maison. Elle avait tenté de nous voler, lui et moi, l'un à l'autre. Je devais la protéger, a-t-il continué, la voix brisée. C'est ce que je croyais. Et j'ai fini par la protéger d'où? De toi. Mon propre père. Je t'ai regardé et je l'ai cru, elle. Je t'ai entendu, mais j'ai écouté elle. Il m'a regardé enfin, les yeux rouges. Papa, comment tu peux me pardonner ça? Je me suis penché vers lui. Je me suis levé de mon fauteuil comme un vieil arbre qui craque, lentement, douloureusement. Je me suis approché. J'ai posé mes mains sur ses épaules. Mes mains fatiguées, pleines de cicatrices d'ouvrier. Les mêmes mains qu'il avait portées quand il avait de la fièvre à 4 ans. Les mêmes mains qu'il avait rattrapées quand il avait failli tomber d'un mur à 8 ans. Les mêmes mains qui avaient essuyé ses larmes le jour où sa mère est partie. Je lui ai dit, « Adrien, regarde-moi. » Il a levé les yeux. « Tu veux savoir ce que font les prédateurs? » ai-je demandé calmement. Il a hoché la tête. Ils ne choisissent pas des gens mauvais. Ils choisissent des gens bons, des gens qui aiment fort, des gens loyaux, des gens prêts à se sacrifier pour ceux qu'ils aiment. Ils prennent ça et ils l'utilisent contre eux. Je l'ai serré un peu plus. Elle t'a choisi parce que tu es un homme bon. Elle s'est servie de ton cœur. Elle a retourné ton amour contre toi et contre moi. C'est ça sa violence. Il a fermé les yeux. Une larme a roulé sur sa joue. J'ai failli te laisser seul avec elle. Oui, mais je dis franchement. Je ne lui ai pas menti. À ce stade, mentir, ce serait le perdre encore une fois. Tu as failli, mais tu ne l'as pas fait. Tu es là. Il a secoué la tête. Je ne mérite pas ton pardon. Je me suis mise à rire, vraiment rire. Un rire fatigué, mais un vrai. Ah bon, alors quoi? Je devrais faire quoi? Dire ça suffit, je n'ai plus de fils? Tu crois que c'est comme ça que ça marche, Adrien? Il a murmuré. Peut-être que ça devrait. Alors je lui ai dit la phrase qui m'est venue sans réfléchir, une phrase qu'Hélène aurait dite à notre place. Un père, ça ne démissionne pas. Il a éclaté en larmes. Je l'ai laissé pleurer, sur mes épaules, comme quand il était petit, comme un homme qui vient de comprendre l'ampleur du trou qu'on a creusé sous ses pieds. Cette nuit-là, nous avons parlé des heures. Sur la terrasse, sous le figuier, là où Bernard m'avait montré le dossier, là où j'avais décidé de me battre. Adrien m'a tout raconté. Pas seulement ce qu'elle disait de moi, ce qu'elle disait de lui. Comment elle l'avait convaincu qu'il devait devenir un vrai homme, ce qui voulait dire choisir sa femme contre son père. Comment elle se plaignait d'être mal accueillie, alors que c'est elle qui fermait la porte de la salle à manger pour m'exclure. Comment elle lui soufflait sans arrêt que je l'empêchais, lui, Adrienne, de vivre sa propre vie, comme si j'avais attaché une chaîne à sa cheville. Je l'écoutais et je me rendais compte que j'avais eu tort sur une chose. Elle ne s'attaquait pas qu'à moi. Elle l'avait isolé lui aussi. Elle nous avait séparés chacun dans une cage différente et elle parlait à travers les barreaux. Quand l'aube est arrivée, il avait les yeux brûlés, les straits tirés. Il a inspiré profondément et m'a demandé d'une voix basse. « Tu me laisseras revenir ?» Je n'ai pas répondu tout de suite.
Je me suis tourné vers le jardin. Les tomates d'Hélène avaient souffert ces derniers mois. Plus d'eau régulière, plus de soins. Les feuilles pendaient, mais elles n'étaient pas mortes. Elles attendaient juste qu'on s'occupe d'elles. Oui, je dis enfin, mais pas comme avant. Il m'a regardé, surpris, presque inquiet. Je lui ai expliqué. Revenir, ça ne veut pas dire faire semblant que rien ne s'est passé. Revenir, ça veut dire réparer. Ça veut dire mettre les mains dans la terre et assumer. La confiance, ça se regagne comme on replante un jardin. Pas en un jour, pas en parlant, en faisant. Il a hoché la tête. Je ferai tout ce qu'il faut. Je le croyais. Pas parce qu'il l'avait dit, parce que pour la première fois depuis des mois, quand il a parlé, ce n'était plus la voix de Camille dans sa bouche, c'était la sienne. Ce jour-là, nous avons commencé le travail. Il a décroché les rideaux gris que Camille avait imposés et il a remis les voilages crème d'Hélène. Il a ressorti les photos de famille du garage et les a replacées sur la cheminée pierre par pierre, en silence, comme on replace des reliques dans une église. Il a ramené mon vieux fauteuil au centre du salon, à sa vraie place. Et moi, je me suis remis à cuisiner. Un ragoût simple, pas pour nourrir un corps, mais pour nourrir une maison. Le soir, Bernard est revenu avec une bouteille de Bourbon. On s'est assis tous les trois dehors, sous le figuier, à la lumière jaune de la cuisine. Bernard a levé son verre. À quoi on trinque, messieurs? Adrienne a répondu d'une voix basse, un peu cassée mais droite. À la famille qui reste debout. J'ai pensé, oui, voilà, pas à la victoire, pas à la justice, pas même à la liberté, à la famille qui reste debout. Parce que le plus dur n'est pas de faire arrêter un monstre. Le plus dur, c'est de regarder ceux qu'on aime après ça et de dire « je reste ». Le plus dur, c'est de choisir de reconstruire ensemble. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort d'Hélène, j'ai cru que c'était encore possible. Aujourd'hui, je peux marcher dans ma maison sans demander la permission. Ça peut vous paraître rien. Pour moi, c'est énorme. Je peux traverser mon propre salon sans qu'on me dise de frapper avant d'entrer. Je peux m'asseoir dans ma cuisine sans entendre que je dérange. Je peux poser ma main sur la table en bois qu'Hélène essuyait chaque soir et savoir qu'elle est encore à nous. Je dis à nous, pas à moi. Parce que cette maison n'a jamais été seulement des murs. C'était notre lieu à Hélène et moi. Puis à Adrien. Maintenant encore à Adrien et moi. On a voulu nous prendre ça. On n'a pas réussi. Il reste des traces. Sur le carrelage de la cuisine, si on sait où regarder, on voit encore entre deux joints une ligne plus sombre. Mon sang, le jour où elle m'a poussé. Je ne l'efface pas complètement. Pas par goût du drame, par mémoire. Vous savez pourquoi? Parce qu'on oublie trop vite la violence qui ne laisse pas de bleu visible. Les mots qui diminuent, les chuchotements derrière les portes fermées, les petits déplacements de meubles qui deviennent des déplacements de frontières. Un rideau changé, une photo rangée, une pièce interdite. Et un jour, sans même savoir comment, vous vivez encore chez vous, mais vous n'êtes déjà plus chez vous. Ça, je ne veux plus jamais l'oublier. Je vous parle comme un vieux. Et je suis vieux. Mais ce que j'ai vécu, des milliers d'autres le vivent. On n'en parle pas parce qu'on a honte, parce qu'on a peur qu'on ne nous croit pas, parce qu'on se dit, les jeunes ont raison, je suis trop sensible. On se dit aussi, je vais faire des histoires pour rien. Alors on se tait. C'est ça qu'ils veulent. Je vais vous dire quelque chose que j'ai compris très tard. Le silence, c'est leur arme. Camille n'aurait rien pu faire sans le silence. Pas seulement le mien. Celui d'Adrienne aussi, le silence entre nous. Elle n'avait pas seulement besoin d'entrer dans ma maison, elle avait besoin de nous séparer. Elle avait besoin que je me sente seul, inutile, gênant. Elle avait besoin qu'Adrien se sente responsable de moi, fatigué de moi, honteux de moi. Elle avait besoin qu'on ne se regarde plus en face. Et ça m'a marqué plus que les coups. J'ai entendu cette phrase toute ma vie. Si tu travailles dur, si tu élèves bien ton enfant, si tu restes honnête, tu finiras tranquille. On nous vend ça comme une promesse. Je vais vous dire la vérité. Ce n'est pas une promesse. C'est un mensonge confortable. On ne nous laisse pas tranquilles juste parce qu'on l'a mérité. Il y a des gens qui regardent les vieux comme des portes ouvertes, des maisons à prendre, des pensions à capter, des signatures à obtenir, des vies à réécrire, puis à effacer. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. Je vous le dis pour vous réveiller.
Parce que le jour où j'ai compris que je risquais de mourir d'une chute malheureuse, comme ils disent dans les papiers, ce n'est pas la mort qui m'a le plus fait peur. Ce qui m'a glacé, c'est l'idée que tout ce que j'avais bâti disparaîtrait avec moi comme si ça n'avait jamais compté. Qu'on me réduirait à une ligne dans un dossier? Vieil homme confus, transfert de maison, décès accidentel. Fin de l'histoire. Non, pas fin de l'histoire. Si je suis en train de vous parler aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu trois choses qui m'ont sauvé. La première, c'est Bernard, mon frère, mon aîné, celui qui connaît ma tête depuis que j'ai 3 ans et qui n'a jamais eu peur de me dire tu te trompes. Celui qui a passé 30 ans à regarder des menteurs essayer de pleurer pour éviter les menottes. Il a reconnu Camille avant moi parce qu'il a déjà vu ce regard-là. Le regard d'une prédatrice qui n'a pas de scrupules. Le regard d'une personne qui ne voit pas des êtres humains, mais des opportunités. Quand il a posé ce dossier sur la table, ce gros dossier plein de noms que je ne connaissais pas, des gens qui ne seront plus jamais assis sur leur terrasse pour raconter leur histoire, j'ai eu honte. Honte de ne pas avoir compris plus tôt. Honte d'avoir laissé entrer le loup dans la bergerie, comme disait mon père. Il m'a dit, ce n'est pas ta honte. Leur métier, c'est de convaincre les gens honnêtes qu'ils sont naïfs. Je ne l'oublierai jamais. La deuxième chose qui m'a sauvé, c'est la loi. Oui, je vais le dire clairement, la police ne fait pas tout. La justice n'est pas parfaite. Mais ce jour-là, quand la capitaine Santos est entrée dans mon salon, uniforme droit, voix ferme, mandat en main, j'ai senti que je n'étais plus seul. Camille criait qu'elle était innocente. Elle a essayé de dire que j'étais sénile. Elle a essayé de jouer la femme injustement accusée par une belle famille jalouse. C'est un vieux scénario. Je suis sûr qu'il avait marché avant, mais pas cette fois. Moi cette fois. Parce qu'on avait des témoins, parce qu'on avait des papiers, parce qu'on avait choisi de ne plus se taire. La troisième chose, c'est Adrien. Je ne vais pas vous le mentir. J'ai pensé le perdre. J'ai cru que c'était fini entre nous. J'ai cru que Camille avait réussi. Elle l'avait travaillé de l'intérieur, comme l'eau qui creuse la pierre goutte après goutte. Je l'ai vu se détourner de moi, me parler sèchement, me corriger devant les autres comme si j'étais déjà un vieil enfant. Ça m'a fait plus mal que la chute sur le corlage. Mais il est revenu, pas parce que je l'ai supplié, pas parce qu'on l'a forcé. Il est revenu parce qu'à un moment, ses yeux se sont ouverts et il a vu ce qui se passait. Il a vu que l'amour qu'il donnait servait d'arme contre moi. Et je peux vous dire une chose. Quand un homme se rend compte qu'on a utilisé son cœur pour faire du mal à son propre père, il casse à l'intérieur. Il casse net. Oui, j'aurais pu lui dire « tu m'as trahi ». Oui, j'aurais pu lui jeter sa faute au visage. Croyez-moi, j'en aurais 1000 raisons. Mais je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas fait. Parce que les monstres gagnent quand les familles ne se relèvent pas. Camille n'a pas seulement essayé de voler une maison. Elle a essayé de voler une lignée, une mémoire, une loyauté. Elle a essayé de couper le fil entre mon père, moi, mon fils, et peut-être un jour ses enfants à lui. Alors non, je n'ai pas laissé ce fil se rompre. Je lui ai dit, je suis encore ton père, tu es encore mon fils, on va réparer. Réparer, pas oublier, c'est ça le pardon. Le pardon, ce n'est pas dire ce n'est rien. Le pardon, c'est dire c'était grave et je reste quand même. Depuis ce jour-là, Adrien et moi, on travaille. On a remis les rideaux crème d'Hélène dans le salon. On a ressorti les photos. Mon fauteuil est revenu à sa vraie place. On a réouvert la salle à manger. La porte ne reste plus fermée. Plus jamais. Dans le jardin, Adrien m'aide à refaire les tomates. Il parle moins qu'avant. Il écoute plus. Il pose des questions. Parfois, il s'excuse encore. Je lui réponds toujours la même chose. Arrête de t'excuser. Montre-moi que tu restes. Et il reste. Je ne dis pas que tout est guéri. La confiance est comme une côte cassée. Ça revient, mais tu la sens chaque fois que tu respires. Pourtant, je vois quelque chose dans ses yeux que je n'avais pas vu depuis longtemps. Pas la culpabilité, pas la honte, du respect. Je préfère ça à n'importe quelle déclaration d'amour. Maintenant, laissez-moi vous dire le plus important. Si vous êtes vieux ou si vous aimez quelqu'un qui l'est, écoutez-moi bien. Vous avez le droit d'exister chez vous. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de refuser de signer. Vous avez le droit de dire « Ceci est ma maison, je ne veux pas partir ». Vous avez le droit de dire « Parle-moi autrement ». Vous avez le droit de dire
Tu ne me menaces pas ici. Ce n'est pas de l'entêtement. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. Ne laissez personne vous faire croire que, parce que vous avez des rides, vous êtes devenu un obstacle. Vous êtes un pilier. On construit autour de vous. Et si quelqu'un essaie de vous effacer, parlez. Parlez à un frère. Parlez à une voisine. Parlez à la police. Parlez à Dieu si personne ne vous écoute. Mais ne vous taisez pas. Je le dis sans honte. Dieu m'a protégé. Je n'ai pas eu de voix descendue du ciel. Je n'ai pas eu de miracle spectaculaire. J'ai eu autre chose. Des gens placés au bon endroit, au bon moment. Bernard, la capitaine Santos, les voisins qui ont vu mon visage ce soir-là, Adrien qui est revenu. Ça, j'appelle ça la main de Dieu. On m'a voulu faible. On m'a voulu silencieux. On m'a voulu mort. Je suis encore là. Et si je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas pour qu'on me plaigne. Je n'ai pas besoin de pitié. J'ai besoin que vous entendiez ceci. La vieillesse n'est pas une disparition. C'est une position. On croit qu'être vieux, c'est se retirer doucement. Moi, je dis, être vieux, c'est tenir. Tenir sa maison, tenir sa dignité, tenir sa famille à droite quand elle penche. On m'a volé la paix. On n'a pas volé ma force. Et si vous vivez quelque chose de ressemblant, si quelqu'un essaye de vous pousser dehors, de vous faire douter de vous-même, de vous couper de ceux que vous aimez, écoutez-moi bien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas le cours de la vie. Ce n'est pas ton âge. C'est de la violence. Et on peut gagner contre ça. Regardez-moi. J'aurais pu finir comme une note au boss d'un rapport. Chute accidentelle dans la cuisine. À la place, je suis assis sur ma terrasse à Marseille, sous le figuier, avec mon fils à côté de moi qui nettoie ses mains pleines de terre. La maison sent l'ail, l'huile d'olive et le ragoût. Les rideaux d'Hélène bougent doucement parce que la fenêtre est ouverte. Je suis encore chez moi. Et ça, croyez-moi, c'est une victoire. Fin.